Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Alors dans cette présentation, je vais vous proposer de comprendre nos mécanismes intérieurs face au confinement. Et ce, grâce au regard d'un expert de la prise d'otage. Et oui, ça peut paraître surprenant, néanmoins vous allez pouvoir constater qu'il y a différents parallèles tout à fait intéressants à exposer entre une prise d'otage et la situation de confinement où nous vivons aujourd'hui. Et donc ce document est sourcé de David Corona, donc ce n'est pas un jeu de mots, c'est réellement son nom, qui a été négociateur de crise et formateur de négociateurs au GIGN pendant 12 ans et qui est aujourd'hui consultant, formateur et hypnologue. Et donc l'idée, ça va être d'aller apporter un éclairage sur la situation que nous vivons aujourd'hui grâce à des expériences déjà étudiées. Puisqu'en effet, les situations de crise comme les prises d'otages sont des phénomènes déjà bien connus dans certains domaines. Et ces situations, bien que tragiques, nous ont permis de mieux comprendre les différentes étapes qui se jouent, notamment au niveau psychique sur les individus confrontés à ces situations. Dans la situation inédite que nous vivons actuellement avec le confinement, il est possible de tirer des parallèles avec ces situations de crise afin de mieux comprendre et accueillir ce qui se passe en nous durant cette période. En effet, l'identification et l'accueil de notre météo intérieure, de nos émotions, de nos ressentis est un outil clé pour gérer au mieux la situation qui se présente à nous avec lucidité et bienveillance. Bienveillance pour ce qui nous entoure, pour nos proches, mais aussi et surtout peut-être bienveillance envers nous-mêmes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une situation de crise ? Eh bien, on désigne par crise tout événement qui survient brusquement, qui provoque une déstabilisation d'une organisation, d'un organisme, d'une entité, donc qui peut être un individu, un couple, une famille, un État, une entreprise, et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle et qui fait perdre à cette organisation ses repères habituels. Une crise, c'est donc un trouble, un déséquilibre à l'ordre habituel des choses. Ainsi, depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreux événements et de nombreuses informations viennent perturber notre vision du monde habituel. Notre façon de vivre et d'interagir ainsi que nos fonctionnements à plusieurs niveaux sont modifiés, sont perturbés et remis en question. Et donc en termes de crise, on va distinguer principalement deux types de crises. Les premières, des crises froides. Ce sont des crises que nous pouvons anticiper, que nous pouvons prévoir. On s'y attend en termes de possibilités. Et pour ce type de crise, nous avons donc des plans d'action, des choses à mettre en place en cas de survenance. On a tous, par exemple, dans nos vies, des exemples de situations auxquelles on s'attend et auxquelles on a déjà mis en place des stratégies au cas où elles arriveraient. Par exemple, si vous craignez un jour de perdre votre emploi momentanément, vous avez peut-être fait des économies pour pouvoir anticiper. Et puis, il y a un deuxième type de crise, ce sont les crises chaudes. Donc ça, ce sont des crises soudaines pour lesquelles on ne peut pas prévoir à l'avance. Et on ne peut donc pas travailler par anticipation, puisque c'est quelque chose qui survient brusquement, voire qui est complètement inconnu, comme c'est le cas dans la situation Covid-19 actuellement. Donc c'est donc une crise chaude. Et dans cas de crise chaude, tout l'enjeu va être de passer d'une crise chaude à une crise froide. Et c'est-à-dire que pour ce faire, nous avons besoin de trouver de l'information exacte et utile afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. En effet, au début de la crise, on ne sait pas exactement comment le virus se propage, à quel rythme il se répand, quelles sont les conséquences. Et donc tout l'enjeu va être, au fur et à mesure du temps, d'essayer d'avoir les informations les plus exactes possibles pour pouvoir jauger, comparer les solutions, pour pouvoir les évaluer. Et c'est bien sûr un exercice qui requiert un certain niveau de complexité puisque la situation est inconnue, puisque forcément une situation inconnue génère encore plus de réactions émotionnelles, de stress, etc. Donc on peut vite avoir tendance à se laisser envahir par la peur, par l'inquiétude. Et donc là, tout l'enjeu va vraiment être de garder la tête froide et de pouvoir réunir de l'information précise avec des faits précis, de savoir aussi quels sont nos points de méconnaissance, donc d'identifier clairement quels sont les points que je connais de façon sûre, quels sont les points où j'ignore où en est l'état des choses,
de façon à pouvoir au fur et à mesure adapter ses stratégies et pouvoir répondre au mieux aux événements qui se présentent à nous. Alors on va aller s'intéresser aux facteurs reconnus pathogènes qui caractérisent une prise d'otage. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a un parallèle assez intéressant à tirer avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Et donc le premier facteur, ça va être la violence. Donc en effet, dans une prise d'otage, on va retrouver à la fois bien souvent de la violence à la fois psychique mais aussi physique. Alors ce n'est évidemment pas particulièrement le cas dans la situation Covid-19. Néanmoins, on est obligé malheureusement de constater que certaines personnes vont avoir à faire face à de la violence domestique, la violence conjugale, violence sur enfant durant ce confinement. Et puis à un autre niveau, on peut également assister à une autre forme de violence qui elle est plus symbolique, qui est plus verbale. Puisqu'en effet, nous n'avons pas tous le même regard, les mêmes points de vue sur différentes situations au sein de cette crise. On peut penser par exemple aux débats houleux qui ont eu lieu concernant la chloroquine ou sur différentes façons de gérer la crise, sur les masques, etc. Donc tout ça, ça a pu entraîner différentes réactions plus ou moins violentes. Et je pense aussi également, par exemple, aux cas de délation qui ont augmenté. Donc, et là, ça va être important de comprendre que eh bien, c'est normal dans des situations qu'on considère à risque ou qui changent ou subites. On va avoir notre système reptilien qui va s'enclencher. Donc, on va avoir des réactions un petit peu impromptu comme ça, mais là ça va être important d'avoir un recul en fait. Par exemple, si je vois mon voisin qui est dehors ou quelqu'un qui est dehors, premier réflexe ça va peut-être être de s'énerver et d'avoir une pensée, voire des mots violents envers cette personne. Et là, c'est important de prendre le recul et de se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai vraiment tous les paramètres de la situation en tête, à savoir pour quelles raisons cette personne est dehors. Est-ce que par hasard, si ça se trouve, cette personne allait simplement se rendre sur son lieu de travail ou aller porter secours à d'autres personnes, ou même tout simplement, c'est une personne qui n'a absolument pas l'habitude d'être enfermée à l'intérieur et c'est complètement anxiogène pour elle. Et à ce moment-là, c'est la seule façon qu'elle a trouvée. Elle n'a pas pu faire autrement que de sortir pour à un moment donné sauver sa peau entre guillemets, mais du coup pour ne pas sombrer finalement. Ensuite, le deuxième facteur pathogène qu'on va retrouver, ça va être la privation de liberté. Donc là, clairement, en situation de confinement, on se retrouve dans cette situation, même si il faut toute proportion garder, disons voir. Donc on est effectivement confiné à la maison. Ceux qui doivent travailler peuvent toujours le faire. On a quand même possibilité de sortir, faire des courses pour tout ce qui est alimentation, pour tout ce qui est pharmacie, etc. Il y a quand même certaines dérogations. Mais on se retrouve quand même dans une situation où effectivement on est privé de notre liberté habituelle de se mouvoir, où tout doit être justifié. Et puis on va retrouver une restriction en termes de besoins alimentaires aussi dans une prise d'otage. Alors là encore, bien sûr, toute proportion gardée, on peut retrouver un petit peu cette caractéristique, surtout en début de confinement, un peu moins maintenant, mais en début de confinement, effectivement, la panique ayant généré un assaut dans les supermarchés ont pu créer des restrictions par rapport à certaines denrées. Voilà, qu'on ne citera pas, je crois qu'on les connaît tous. Et puis ensuite, on va retrouver une privation de communication dans une prise d'otage en tant que facteur pathogène. Donc en effet, en général, les otages sont privés de communication avec l'extérieur. Alors là, encore une fois, on peut faire le parallèle avec la situation de confinement. Alors fort heureusement, on a tous les moyens de communication, le téléphone, Internet. Mais ma foi, voilà, les communications sont peut-être pas aussi nombreuses, sont peut-être pas aussi fluides que d'ordinaire dans nos vies actuellement pendant le confinement. Et puis ensuite, un autre facteur, c'est également la privation d'affection, puisqu'en situation de prise d'otage, bien,
En général, le climat n'est pas très rose et il y a une privation d'affection. Et en tant qu'humain, c'est vrai que on a besoin de ces contacts chaleureux. Et là, pour le coup, en situation de confinement, d'autant plus si on est seul ou si on n'a pas possibilité d'être avec ses proches, on peut ressentir cette privation d'affection et se sentir un petit peu isolé par rapport à tout ça. Et puis ensuite, le dernier facteur donc, dans une prise d'otage qui est pathogène, ce sont les mauvais traitements. Donc là, dans la situation de confinement, en général, ça va plutôt pas mal, mais il faut quand même garder à l'esprit que dans certains foyers, malheureusement, on peut retrouver des violences qui seraient assimilées justement à ce facteur pathogène de mauvais traitement. Et puis on va maintenant s'intéresser aux 3 phases qui composent une prise d'otage. Donc au départ, il y a la capture. Donc finalement, c'est la période de début de crise, le moment où les choses arrivent. Donc là, pareil, on peut tirer le parallèle avec le début de la crise Covid en mars, le moment où on découvre ce qu'il se passe, on découvre les premiers effets. Et puis en deuxième phase, il y a le confinement. Donc là, c'est la phase où justement les choses se précisent. Donc le confinement, donc on nous invite à rester à la maison en l'occurrence pour la sécurité de tous. Et puis la troisième phase, ça va être le déconfinement, donc la sortie de crise, donc le moment où les choses se dénouent, le moment où les choses s'améliorent. Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe déjà dans la première phase, donc la phase de capture qui correspond au début de crise. Donc c'est le moment où on passe d'un monde connu avec nos habitudes, nos rituels, nos repères habituels, à une situation inconnue, à une situation inédite. Donc là, notre cerveau n'aime pas trop. Notre cerveau aime les choses qui sont connues, habituelles, puisque notre cerveau, lui, a pour but d'assurer notre protection. Et donc c'est plus simple pour lui d'assurer notre protection dans un univers connu. Donc tout ça, ça va générer une montée de stress qui sera plus ou moins adaptée et plus ou moins intense d'un individu à un autre. Et le stress qui se génère et qui se manifeste différemment chez chacun d'entre nous, eh bien ça dépend de notre vécu, de notre stabilité émotionnelle ou de notre capital de résilience. Le stress peut vraiment toucher tout le monde à des degrés différents et sans aucune distinction, quelle qu'elle soit. Et ce changement de situation peut donc générer en nous différentes réactions qui sont un petit peu atypiques, dont on n'a pas l'habitude dans notre vie quotidienne, telles qu'une agressivité accrue, un besoin de fuir, qui a un besoin de se réfugier dans un lieu physique ressourçant et sécurisant, ou encore un besoin de parler, de communiquer, d'extérioriser ses émotions. Donc dans cette phase de la crise, notre cerveau cherche à recréer de la sécurité, de la stabilité et de l'habituel au travers de différentes stratégies qui sont plus ou moins adaptées. Donc c'est pour ça qu'on va assister à des personnes qui vont aller acheter des produits de consommation dont ils ont l'habitude parce que ça va être leur repère en fait dans la crise. Et ça donne une sensation que l'on garde une certaine maîtrise des choses. Et donc chacun va avoir sa propre réponse face à ce type d'événement. Et dans cette première phase, il va être assez intéressant de s'intéresser à la pyramide de Maslow, puisque dans cette première phase, on va passer directement au niveau le plus bas de la pyramide, c'est-à-dire au niveau où il est question d'assurer ses besoins vitaux. Puisque selon la théorie de Maslow, donc l'humain a une progression en termes de valeur, d'évolution. Donc d'abord, la priorité numéro 1, c'est d'assouvir ses besoins physiologiques, donc manger, dormir, boire. Puis ensuite, il va chercher à assurer son besoin de sécurité, donc se sentir en sécurité, pouvoir faire confiance, avoir un habitat sûr. Et puis ensuite, il va répondre à ses besoins sociaux, donc le besoin de rencontrer des personnes, de découvrir, de créer des liens,
de communiquer et d'appartenir à un groupe. Et puis ensuite, une fois que ces 3 besoins-là seront nourris, il va avoir besoin d'estime. Donc là, il va avoir besoin de confiance et de relations sur le long terme qui vont construire progressivement son estime de lui-même, son estime en rapport de la société aussi. Et puis ensuite, il y a un besoin d'utilité. Donc là, c'est plus un besoin d'accomplissement, de complicité, de réalisation personnelle. Voilà, donc là on voit que peu importe où on en était sur la pyramide de Maslow avant la crise, eh bien là on va retomber, en tout cas psychologiquement, tout en bas en fait, dans les besoins physiologiques. Donc là, cela fait appel à notre besoin de manger, de boire et de rester en sécurité. Et donc au regard de ces éléments, on peut beaucoup plus facilement comprendre certaines de nos réactions, ou celles des autres également. On peut comprendre pour quelles raisons on a réagi de telle manière, voilà, sans se culpabiliser, mais juste avoir ce regard extérieur sur nous-mêmes et se dire, ah oui, voilà, là quelque chose est venu mettre en alerte une partie de moi-même. Et donc il y a eu une réponse qui était à la base un besoin de répondre à un besoin de sécurité ou un besoin physiologique. L'environnement change, le cerveau cherche à assurer notre sécurité, c'est complètement normal, et pour ça il adopte différentes stratégies de survie. Et c'est pour ça que connaître ces fonctionnements, ça va nous permettre de les identifier, de les comprendre de façon plus consciente, et donc de comprendre nos comportements et ceux des autres, et aussi de mieux gérer les événements. Donc ensuite nous avons la phase numéro 2, donc la phase de détention ou de confinement. Donc dans cette deuxième phase, les choses se précisent, elles se confirment et elles se mettent en place. On y voit un tout petit peu plus clair, mais là encore, les réactions diffèrent d'un individu à un autre selon des éléments comme le lieu de confinement. Est-ce qu'on est en maison? Est-ce qu'on est en appartement? Est-ce qu'on a un accès à l'extérieur ou pas? De combien d'espace nous disposons? Et puis aussi en fonction des conditions dans lesquelles nous sommes confinés. Est-ce qu'on est confiné seul? Est-ce qu'on est confiné avec des proches? En cas de confinement à plusieurs, est-ce que le climat est harmonieux ou pas? Et est-ce qu'on a eu le choix de notre lieu et mode de confinement? Ou est-ce que quelque part on a un petit peu subi notre lieu de confinement? Donc tout ça, ça va complètement jouer en fait sur notre état émotionnel, interne, psychique durant toute la durée du confinement. Si on peut bien se douter qu'effectivement, si on a une grande maison avec un jardin et qu'on est confiné avec nos proches, que c'était vraiment notre choix de plein gré, il y a de fortes chances pour que ça se passe mieux que quelqu'un qui est confiné seul dans un studio de 15 mètres carrés ou malheureusement avec un conjoint violent ou un parent violent ou quelque chose comme ça. Et donc dans cette deuxième phase, on va souvent retrouver 3 sous-phases. Donc déjà, il faut noter que quelles que soient ces phases, nos différentes peurs ont tendance à s'amplifier. Tous nos mécanismes de défense se mettent en alerte afin de mieux préserver notre identité, notre intégrité physique et psychique. Et en avoir conscience, encore une fois, ça nous permettra de mieux relativiser et de gérer les événements de façon plus douce. Donc la première sous-phase qu'on peut identifier, c'est la phase de déni. Donc dans cette phase, la situation et les informations sont encore récentes, fraîches, et nous avons parfois du mal à les conscientiser et à bien réaliser ce qui se passe. Alors on peut observer une période de déni de la situation. Le cerveau ne parvient pas à appréhender la menace ou à y faire face avec lucidité. On ne sait pas trop ce qui se passe, on n'arrive pas à exactement saisir la situation, à comprendre. Les nouvelles règles sont encore fraîches, elles ne sont pas encore très claires, voire elles sont encore souples. Et certains auront besoin de transgresser ces règles, de les tester, de chercher à sonder leurs limites afin de se sentir en sécurité ou de tirer le meilleur parti possible de la situation. Et ce qui à l'origine est une réaction plutôt saine. C'est un petit peu comme les enfants quand ils sont en stade de développement. Ils ont besoin de chercher, de tester les règles, de jauger ça avec leurs parents, etc. Et ils ont besoin un petit peu de palper, si je dirais, leur environnement et de voir comment ça y réagit.
Ensuite, on va avoir la deuxième sous-phase qui est la phase d'espoir. Donc après la phase de déni, là on entre dans une phase où on a tendance à retrouver une forme de lucidité. Les choses sont un peu plus posées et on retrouve de l'espoir. On tente de minimiser le négatif, on tente d'être optimiste, on se projette dans le futur, on a l'impression de voir le bout du tunnel et on se dit qu'on ressortira grandi de l'épreuve. En gros, en quelque sorte, on se met du baume au cœur. Et c'est un mécanisme qui est complètement utile puisque ça nous permet d'accéder en fait à nos ressources intérieures et de pouvoir faire face à la situation. Donc on va retrouver nos ressources de résilience, de courage, de patience, etc. et qui va nous permettre de mieux vivre la situation et de s'adapter. Et donc dans cette deuxième phase, on a la troisième sous-phase qui est la sous-phase de perte d'espoir. Donc au bout d'un certain temps, quand les choses commencent à durer, et là on notera quand même que la perception du temps et l'expérience du temps sont complètement subjectives et qu'elles peuvent vraiment différer d'une personne à une autre. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Et bien dans cette phase, on peut observer une forme de découragement, comme une perte d'espoir. Et puis, on notera aussi que nos tendances naturelles peuvent ressortir de façon plus exacerbée, puisque nous n'avons plus de soupape à l'extérieur. On n'a plus nos relations extérieures, nos activités professionnelles, nos activités sportives, récréatives. Et d'autant plus si on a l'habitude de modérer ces tendances en situation ordinaire. Et donc, on peut observer que nous traversons éventuellement des accès de colère, de tristesse, d'anxiété, de stress. Et là encore, c'est complètement normal et il s'agit juste d'en avoir conscience pour se distancier au mieux de ces événements et les accueillir le mieux possible. Enfin, on arrive à la phase numéro 3, donc qui est la phase de déconfinement et donc de fin de crise, de sortie de crise. Alors dans cette phase plus heureuse, il est toutefois courant de pouvoir ressentir un certain stress malgré tout. Puisque, alors après une phase de soulagement, d'euphorie, eh bien, il peut être tout à fait normal d'éprouver une certaine anxiété ou de ressentir des éléments contradictoires. En effet, durant la durée du confinement, nous nous étions réorganisés, on avait recréé des nouveaux rituels et à présent, il faut de nouveau ressortir, il faut à nouveau retrouver une vie normale et la vie sociale. Donc en dépit des circonstances, ça reste encore une fois un nouveau changement à appréhender. Et ça peut générer différents symptômes tels qu'une sensation de fatigue émotionnelle, de la fatigue physique et psychique, puisque l'organisme a beaucoup mobilisé ses ressources pour faire face à la situation et réguler le stress durant l'événement. On peut également rencontrer une crainte vis-à-vis de notre capacité à revenir à la normale ou des troubles de sommeil. Et pour certaines personnes également, le confinement aura engendré certains vécus particuliers, malheureusement, selon les situations, comme la sensation d'étouffer, de la culpabilité pour diverses raisons, une sensation de mourir, une rupture du sentiment d'appartenance et d'autres choses. Et tout ceci représente un risque qu'il faut anticiper, qu'il faut connaître, de façon à pouvoir le prévenir et de façon à pouvoir s'en prémunir, à savoir le syndrome de Stockholm. Et donc, il va être intéressant de prévenir cette phase de déconfinement, puisque, comme évoqué précédemment, le déconfinement peut générer chez certains d'entre nous certaines réactions, et notamment une forme peut-être atténuée, peut-être plus ou moins intense de syndrome de Stockholm. Alors, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de Stockholm, parce qu'en général, on en a souvent entendu parler, puis on ne sait pas vraiment bien ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors en fait, afin de survivre à un épisode plus ou moins difficile, notre mental va s'organiser. Il va restructurer les choses de façon à pouvoir faire face et de façon à pouvoir supporter la situation dans le temps. Donc il va créer de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels et ça peut aller jusqu'à développer des sentiments positifs à l'égard des personnes ou de la situation qui nous enferment. Ainsi, lors de la libération ou du déconfinement, on va pouvoir ressentir éventuellement une forme d'aversion pour les personnes ou la situation qui vont nous libérer justement, puisque nous avons mis en place
de nouvelles habitudes. Et donc finalement, on a recréé une nouvelle normalité au sein d'une situation anormale. Et donc, le chemin inverse va devoir se faire pour revenir à une situation normale. On va devoir recréer de la normalité dans ce qui était avant normal et qui ne l'a plus été pendant un temps. Et donc, c'est important dans ces phases-là, pendant la phase de confinement, de vous souvenir, de vous remémorer ce que vous faisiez avant, qu'est-ce que vous avez envie de faire quand la phase de confinement va se terminer. De toujours avoir bien ça à l'esprit afin de ne pas trop vous enfermer dans ces nouvelles habitudes mentales qui vont se réorganiser pendant cette phase de confinement. Et là encore, comme dit, avoir conscience de ces mécanismes, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un regard éclairé et lucide sur nos différents ressentis et qui fera qu'ensuite on pourra reprendre beaucoup plus facilement la maîtrise de notre vie. Donc c'est très important de garder en tête certains éléments, de s'observer un petit peu, de voir ce qu'on aimait faire avant, d'observer nos réactions pendant le confinement. Tiens, là je suis peut-être un petit peu en train de me refermer sur moi-même, qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour y remédier là tout de suite, peut-être un petit coup de fil à quelqu'un, ou voilà, peu importe ce que c'est pour vous, mais juste de vous observer un petit peu pendant cette phase-là. Et donc maintenant que nous avons un petit peu observé et étudié les différentes phases qui peuvent se produire durant ce confinement, que vous avez peut-être pu reconnaître aussi certaines choses chez vous, que vous avez pu les identifier, on va voir comment prendre soin de nous et de notre intériorité durant cette phase. Alors de façon générale, mais encore plus particulièrement durant cette période, il est vraiment précieux de connaître nos différents mécanismes intérieurs, psychiques et physiques. En effet, sans conscience, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ça existe toujours, ça a toujours lieu. Mais par contre, c'est incompris. Et cette incompréhension peut générer de l'angoisse et nous empêcher d'avancer sereinement. Nous avons tous notre manière personnelle de traverser les événements. Et il est important de réaliser que nos réactions sont parfaitement normales. Aussi variées qu'elles puissent être et quelle que soit la forme sous laquelle elles apparaissent, cela fait partie intégrante du fait d'être humain. La compréhension nous permet également, et peut-être même surtout, de pouvoir accueillir toutes ces émotions et sentiments qui nous traversent, là où le réflexe premier est souvent de les rejeter. Et pourtant, c'est l'accueil et la bienveillance envers nous-mêmes qui va nous permettre de traverser les situations de manière beaucoup plus apaisée. Par exemple, si vous avez peur, si vous ressentez une angoisse, eh bien, si vous cherchez à vous dire non, tout va bien, à la mettre de côté, de dire tout va bien, je continue d'avancer, eh bien, ça va être en général plus contre-productif que de s'installer un instant et de se dire ok, j'ai peur là tout de suite, j'ai peur, je ne sais pas, pour mes proches, j'ai peur d'attraper le virus, j'ai peur de ce que sera l'avenir, etc. Juste de reconnaître en soi cette peur, d'identifier de quoi vous avez peur, d'où ça peut venir, etc. Et vous verrez qu'en général, les sensations vont s'estomper beaucoup plus rapidement, beaucoup plus doucement en fait, enfin dans la douceur je veux dire, que si on les rejette, ce qui au final crée une forme de résistance, quelque chose qui devient un petit peu plus dur et qui dure dans le temps également, et qui va être source d'angoisse. Donc il vaut mieux tranquillement vous sonder de temps en temps dans la journée et observer comment ça se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est tendu quelque part ou pas? Et si c'est tendu, d'aller voir pourquoi. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens triste? Et simplement de vous poser les mots sur ces sentiments. Et voici quelques astuces que j'ai à cœur de vous donner dans l'espoir que vous puissiez vivre le meilleur confinement possible. Donc déjà, comme évoqué précédemment, sondez-vous régulièrement. Soyez l'observateur de vous-même, de vos sensations et de vos pensées pour garder le juste recul. Puisque vous avez déjà peut-être remarqué que vous pouvez vous observer penser. Donc vous n'êtes pas votre pensée réellement. Donc vous avez le moyen de vous en distancier et puis simplement, c'est cela, être en conscience, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis d'être un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Vous pouvez également prendre 5 minutes, 3 fois par jour, 5 minutes pendant lesquelles vous allez vous installer tranquillement et pratiquer la cohérence cardiaque. Donc
La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est vous faites un inspire sur 5 secondes et puis vous expirez sur 5 secondes. Et ça va réguler votre système nerveux. Donc vous allez faire ça pendant 5 minutes, inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Et vous allez voir, les effets se font rapidement sentir et vous allez vite comprendre l'intérêt de cette technique. Ensuite, vous pouvez limiter votre consommation d'informations et de réseaux sociaux. C'est très tentant. En plus, il y a le mécanisme d'addiction qui est mis en marche par le cerveau sur les réseaux sociaux, notamment ce genre de choses. Mais c'est vraiment important, surtout si vous voyez, observez l'effet que ça a sur vous. Quand vous lisez une information, quand vous regardez une information, demandez-vous à l'intérieur de votre corps comment ça réagit. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est tendu? Est-ce qu'il y a de la peur? Voilà. Et en fonction, n'hésitez pas à réduire votre temps d'information, à sélectionner aussi vos médias, puisque malheureusement, souvent les médias ne s'en tiennent pas qu'aux faits. Donc c'est pas juste un relais d'information, il y a souvent aussi un petit peu une sorte de mise en scène émotionnelle qui va jouer justement sur nos états intérieurs. Ensuite, vous pouvez vous fixer un objectif par jour, même s'il est tout petit. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais lire quelques pages d'un bon livre, ou je vais faire une session de 20 minutes de sport ou de yoga. Regarder un documentaire sur un sujet qui vous intéresse. Là aussi, répartir les sources, répartir le type d'information, le type de contenu qui nous arrive et qu'on ingurgite finalement. Ça peut être aussi de réparer un objet, de ranger un tiroir qu'on a trop longuement inexploré. Vous pouvez également constituer un journal dans lequel vous décrirez chaque jour vos humeurs, vos pensées, un peu comme si vous vouliez les raconter à votre moi du futur. Voilà, vous vous racontez à vous-même comment vous vivez ce confinement au jour le jour. Et là, pareil, c'est un moyen d'accueillir aussi ces sensations, ces émotions. Et puis vous pouvez prendre 10 minutes pour vous mettre à l'air libre. Alors juste se mettre à l'air, observer, écouter et sentez tout ce qu'il y a à percevoir. C'est un peu comme si vous cherchiez à ne manquer aucun détail, à distinguer chacun des détails et ce que vous ne remarquez pas d'ordinaire. Vous serez peut-être surpris de ce que vous allez découvrir quand vous avez cette vision plus poussée, cette imprégnation plus large de ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous percevez. Et puis permettez-vous aussi de ne rien faire. Parce que ce soit une ou plusieurs fois par jour, par semaine, cherchez à ressentir, à sonder ce que vous exprime votre corps. Est-ce que là je suis plutôt détendue ou est-ce que je suis plutôt en tension à certains endroits? Et si vous sentez une tension, eh bien c'est peut-être que c'est le bon moment pour vous installer un instant et ne rien faire du tout. Et peut-être essayer d'ailleurs si c'est la première fois pour vous. Et puis vous pouvez également mettre votre musique préférée et danser gracieusement, énergétiquement, précisément ou dans le plus grand lâcher artistique. Sentez simplement comme votre corps se libère et comme vos émotions se dégagent quand vous suivez ces mouvements et le rythme de la musique. On cherche à rien faire de particulier, on cherche juste à suivre le rythme, voilà, qui nous plaît et un mouvement qu'on a envie de faire. Et vous allez voir que ça a de grands effets en fait sur notre état intérieur, sur notre état émotionnel. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie de vous être offert ce moment de curiosité et d'information pour cheminer au mieux vers votre bien-être. N'oubliez pas aussi que de nombreux centres d'aide et de soutien psychologique sont disponibles durant cette période. Si vous en éprouvez le besoin, surtout ne pas hésiter. Et de mon côté, je reste également à votre disposition pour tout renseignement sur mon site www.hypnologie-strasbourg.fr. À très bientôt.